Bienvenue à ce nouveau numéro de Place au débat sur Cholour News. Nous allons parler de la situation des droits de l'homme en Algérie avec la célébration de la journée mondiale il y a quelques jours, mais aussi de la disparition tragique du journaliste Mohamed Talmat. Nous passerons également en revue avec nos invités l'actualité politique de la semaine. Place au débat. Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Place au débat. Nous allons parler évidemment ce soir de la situation des droits de l'homme en Algérie. Nous avons célébré il y a quelques journées la journée mondiale. Nous allons parler également de la disparition tragique de notre confrère Mohamed Talmat, décédé il y a quelques jours. D'abord, on souhaite la bienvenue à nos invités. Bonsoir Saïda Ben Habilis, vous êtes présidente du Croissant Rouge algérien. Avec nous également M. Nordin Bani Saad, président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Avec nous aussi ce soir Abdelkrim Merzali, journaliste, ancien directeur de la rédaction de la Tribune, et Hassina Oussaddiq, directrice d'Amnesty International Algérie. Le débat commence tout de suite. Alors, ce qui a marqué évidemment cette semaine, c'est évidemment la disparition tragique de notre confrère journaliste Mohamed Talmat, mort dans des conditions extrêmement mystérieuses. Nous allons voir d'ailleurs les images de son enterrement il y a quelques jours dans le quartier de Bourouba à Alger, où une foule nombreuse accompagnait le journaliste qui est revenu d'Angleterre, où il était en exil. Il est revenu au mois de juin dernier. On lui avait donné des garanties en Algérie, notamment un député avec l'accord des autorités. Et finalement, eh bien, toutes ces garanties ont volé en éclats puisqu'il a été arrêté avant de rentrer en Angleterre, jugé, condamné et vraisemblablement tabassé dans sa prison de Koléa. Plusieurs témoins, notamment des membres de sa famille, disent cela, même si la version officielle des autorités carcérales parle d'une embolie pulmonaire et de sa grève de la faim qui avait été entamée au mois d'août dernier. Abdelkrim Merzali, vous avez connu ce journaliste, Mohamed Talmat, il y a quelques années. Comment peut-on réagir aujourd'hui à sa mort? Est-ce que c'est déjà mauvais pour notre image? Aujourd'hui, il y a des journalistes algériens qui continuent à être condamnés. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui, Abdelkrim Merzali? Manifestement oui, puisque un journaliste, on vient de perdre un journaliste bêtement, alors qu'il a été emprisonné, malgré les textes officiels de la République. Selon la Constitution, aucun journaliste ne peut être incarcéré pour des propos qu'il a tenus, pour des écrits. Le délit de presse n'est pas passible de peine de prison. À la limite, une amende aurait pu suffire, mais manifestement, les droits de l'homme ne sont pas respectés, alors que la Constitution algérienne est claire à ce propos. Je n'ai pas connu Talmat intimement, mais je le croisais dans les activités journalistiques qu'on faisait. C'est lamentable qu'un journaliste meure de cette façon, par la bêtise humaine, par la rancœur et la rancune qui manifestement anime certains responsables algériens. Le journaliste d'Al-Watan, Chawki Amari, a écrit hier en disant qu'aujourd'hui, insulter le président peut conduire à la mort. Vous êtes d'accord? C'est clair, je crois que la mort tragique de Talmat le confirme. Hassina Oussaddiq, directrice d'Amnesty International Algérie, vous avez réagi à la mort du journaliste et vous avez même réclamé une enquête sur cette mort. Qu'avez-vous à dire aujourd'hui sur cette disparition? D'abord, nous sommes choqués. Nous avons été tous choqués par cette mort. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui que l'État algérien modifie un certain nombre d'articles du Code pénal qui permettent justement d'emprisonner des personnes pour diffamation ou outrage aux personnalités politiques et aux institutions de l'État. Vous avez dit que c'est dommage qu'un journaliste meure
à cause d'un délit de presse, mais cette règle doit être élargie à tous citoyens et citoyennes, d'avoir la possibilité de s'exprimer le plus librement possible. Il est clair que l'État peut engager des actions en justice s'ils estiment qu'il y a eu atteinte aux institutions et aux personnalités de l'État, mais une action au civil est nettement suffisante pour ce type de fait. Monsieur Benissat, la Ligue algérienne des droits de l'homme aussi a réagi à cette disparition tragique. Vous vous appelez à quoi aujourd'hui? Quel est le message que vous voulez transmettre aux autorités après la mort de ce journaliste en prison? Écoutez, d'abord, laissez-moi dire une chose. J'ai eu à connaître du dossier, oui. Donc je l'ai eu à défendre. Sur le plan de la forme, parce que ce qu'on a reproché à Mohamed Talmat, c'est d'avoir offensé le président de la République. Oui. Donc le code pénal amendé prévoit une amende. D'abord, on a été surpris qu'il soit traduit en comparution immédiate, alors que les faits qu'on lui reproche ne sont pas des faits qu'on peut qualifier de flagrant délit. Donc sur la forme déjà, il y a des anomalies. Ensuite, lorsqu'il a été, au moment de son procès, on a soulevé tout ça. On a soulevé le fait qu'il soit traduit en comparution immédiate, alors que ce n'était pas le cas. Et deuxièmement, surtout, le fait qu'il soit en prison, alors que ce qu'on lui reproche, notamment la disposition pénale sur l'offense au président de la République, ne mérite pas l'emprisonnement. Alors comment... Cette affaire a été reportée et on l'a maintenu en détention. On avait demandé sa libération provisoire. Il a été malheureusement maintenu en détention. L'affaire a été reportée et on a requalifié les faits. C'est-à-dire que ce n'est plus offense au président de la République, mais outrage à corps constitué, outrage à l'appareil judiciaire, etc., aux fonctionnaires qui effectivement parlent d'emprisonnement. Mais je vais vous dire, c'est malheureux parce que lorsqu'il a entamé sa grève de la faim, il a été transféré à l'hôpital, au CHU de Bebloued. Sa famille, notamment son frère, a émis des présomptions de maltraitance, notamment une suture au niveau du crâne. À ce moment-là, on avait demandé, nous, en tant que Ligue, déjà à l'époque, on avait attiré l'attention des autorités et de l'opinion publique pour dire, pour des questions humanitaires, comme on a fait pour le général Ben Hadid, oui. il fallait le libérer. Il fallait le libérer et puis le laisser en soins intensifs, etc. Mais en tout cas, il fallait faire le geste de le libérer. Malheureusement, on n'a pas été entendu. Et c'est malheureux. 9 mois plus tard. C'est malheureux parce que moi, avant-hier, dans toutes les chaînes du monde, les premières informations, c'est un journaliste algérien qui est mort en prison. Parce que, au fait, même dans un hôpital, il y a un espace réservé pour les détenus, où il y a un périmètre de sécurité, etc. Donc, il me semble que ce n'est pas une bonne image pour notre pays, c'est malheureux. Est-ce qu'il a vraiment subi des violences dans la prison, Maître Benissat? Écoutez, là, je ne peux pas vous dire, parce que, en fait, ce qu'on a demandé, c'est une enquête impartiale pour voir dans quelles conditions, d'abord, les causes de son transfert de la prison vers l'hôpital, oui. Et après, les causes de son décès. C'est tout à fait, non, c'est le droit de la famille de demander tout ça, de demander éventuellement une autopsie, de demander... Est-ce qu'il y a eu une autopsie parce qu'il a été enterré? Est-ce qu'il y a eu une autopsie ou pas? Je ne pense pas, pas. Hein. Maintenant, les détails, peut-être sa famille va nous donner des détails, mais parce que malheureusement au niveau de la Cour, je n'ai pas été parmi ses avocats, donc je n'ai pas suivi l'affaire après. Mais après, je n'ai pas d'informations sur est-ce qu'ils ont demandé l'autopsie, est-ce que ça a été fait, est-ce que ça n'a pas été fait, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils sont en droit au moins de demander le protocole opératoire pour voir dans quelles conditions il a été opéré, parce que le communiqué de la Direction générale des prisons parle d'une intervention suite à un AVC. Donc je ne sais pas quelle est la... Vous dites que ce n'est pas un AVC, c'est une pneumonie. Oui, c'est le communiqué officiel des autorités carcérales qui ont voulu réagir. Mais peut-être, s'ils ont voulu réagir, c'est que quelque part, il y a eu une polémique sur la mort d'un journaliste en prison. Moi, dans le communiqué, j'ai lu AVC. Je n'ai pas lu embolie pulmonaire. Madame Ben Habires, est-ce que c'est un sale temps pour les journalistes? Je compatis, je suis solidaire avec la famille.
je n'ai pas suivi cette affaire, je n'ai pas les éléments du dossier, je ne peux pas me permettre de lancer un jugement, mais quand même je fais confiance à la justice qui, je suis sûre et certaine, va enquêter si la famille demande. Et là, bon, et je déplore que de tels actes arrivent. Est-ce que c'est normal pour vous, est-ce que c'est normal en tant que militant des droits de l'homme, évidemment, et présidente aussi du Croissant-Rouge algérien, est-ce que c'est normal d'emprisonner quelqu'un pour avoir insulté les corps constitués? Je ne suis pas juriste. Oui. Je ne suis pas juriste, je ne connais pas le droit, mais la diffamation aussi peut faire mal et peut tuer. Donc là, il faut peser le pour et le contre et voir et être juste. Il faudrait aussi instaurer une culture. Quand vous attaquez quelqu'un, et moi-même je suis victime de diffamation, je n'ai jamais déposé plainte, mais croyez-moi, ça fait mal. Vous n'en êtes pas morte, madame. Pardon? Vous n'en êtes pas morte. De diffamation. On peut avoir des crises cardiaques. Il y a des moments, quand vous lisez des trucs, donc moi je ne juge pas c'est-à-dire ce que je déplore, c'est que ça soit arrivé. Absolument. Alors, je suis solidaire avec la famille et c'est dommage pour l'image de l'Algérie. Oui, c'est vrai que la seule différence, c'est qu'il soit absolument mort, Mohamed Tamalt. Oui, Hassan Siddiq. Non, mais ce qui est important, c'est que la législation nationale algérienne doit être mise en conformité avec les engagements internationaux que l'État algérien a pris. Et si on se réfère à l'article 19 du pacte des droits civils et politiques, même des faits qui relèvent de la diffamation, qui sont diffamatoires, offensants, ne peuvent être des infractions pénales et être privatives de liberté. Donc là, il s'agit de rappeler à l'État algérien qu'un certain nombre de nos dispositions sont en violation de l'engagement international. Alors il faut parler aussi des garanties, parce que Mohamed Tamalt, qui avait aussi des problèmes avec la justice, n'allait pas rentrer en Algérie. Il vivait en Angleterre, à Londres. Il est rentré après des garanties. Comment expliquer aujourd'hui à Abdelkrim Ghazali que le journaliste, qui a eu des garanties pour ne pas être, bien sûr, inquiété, se voit tout de suite, pas tout de suite, 3 jours après, incarcéré, puis condamné? Est-ce qu'on ne respecte même plus les engagements qu'on donne, les garanties? C'est un autre discrédit de la parole de l'État algérien qui a été donnée, c'est un autre discrédit. L'Algérie s'est engagée à respecter les droits de l'homme. Elle a signé des conventions internationales. Sa législation dit clairement que les droits de l'homme en Algérie sont respectés. Notre confrère Mohamed Talmat est une autre victime parmi tant d'autres. Parce qu'on arrête des blogueurs, on arrête des gens sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont exprimé une opinion politique. Ils n'ont diffamé personne, comme le citoyen chrétien qui a exprimé un point de vue qui a été accusé d'offense à l'islam. Est-ce que l'islam est si fragile pour qu'il soit offensé par l'expression d'une opinion publique? Mais c'est ça le drame de l'Algérie. L'Algérie ne respecte pas ses engagements. Et l'État qui ne respecte pas ses engagements ne peut pas être respecté. C'est ça le problème. Donc, lorsqu'on donne des garanties à une personne, comme quoi elle peut rentrer au pays et elle va bénéficier d'une justice juste, et que c'est l'inverse qui se produit, c'est l'Algérie, c'est l'État, ce sont les institutions qui sont discréditées. Monsieur Beni Saad, vous qui connaissez bien le dossier, est-ce qu'il a vraiment reçu des garanties, d'après ce que dit sa famille et ses proches, pour ne pas être inquiété, judiciairement parlant, pendant sa présence dans le pays? Franchement, je ne peux pas vous dire s'il a reçu des garanties ou pas. Je n'ai pas eu à discuter avec lui de cet aspect. Moi, je me suis impliqué dans son procès pour une question de principe, parce que d'abord, c'est un journaliste. Et puis, comme a dit M. Ghazali, il a fait exprimer une opinion. Même si une opinion, elle est critique, même si on peut considérer qu'il y a eu des dérapages dans ses écrits, et je considère que c'est une opinion. Après, sur les blogueurs, je peux vous citer plusieurs cas. On a Mohamed Bouraz, Hassan Bouraz, qui fait partie de la Ligue, qui est emprisonné aussi. Des personnes, des détenus à Ghardaïa qui sont emprisonnés pour avoir exprimé une opinion. Maintenant, il faut faire la part des choses. Autant l'Algérie a pris des engagements internationaux, etc. La Constitution algérienne aussi garantit les droits de l'homme, notamment la liberté d'expression.
Après, maintenant, s'il y a des dérapages, la diffamation, l'insulte, l'injure, l'offense, il ne faut pas que ce soit des réactions disproportionnées. Comme l'a si bien dit Mme Moussedir, on peut envisager des réparations civiles. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui soit offensé, diffamé, injurié peut demander réparation. Mais aller jusqu'à emprisonner les gens, aller jusqu'à déclencher des poursuites pénales, etc., avec tout cela, et le problème n'est pas, comme le problème n'est pas seulement la prison, mais ce qu'il aurait subi pendant son incarcération, ce qui serait extrêmement grave. Bien sûr, le problème est là aussi. Bien sûr, parce que là, est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que moi, c'est pour ça que je dis, moi, je ne juge pas, je n'ai pas les éléments du dossier. Mais est-ce qu'on peut se permettre d'accuser les gens en disant il a été maltraité? Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il y a des traces? Sa mère et son fils parlent d'un hématome et d'un point de suture à la tête, Madame Benhabils. Ils l'ont vu pendant la visite. C'est pour ça qu'il est important. Allez-y, je ne attendez, Madame Benhabils, m'engage allez-y. pas sur ça parce que je n'ai pas les éléments du dossier. Et quand on n'a pas les éléments du dossier, on ne peut pas se permettre de donner un point de vue. On a les éléments de la quand on n'a pas les Constitution éléments du algérienne. dossier, Bien sûr. même Non, on est... non, mais La Constitution non, algérienne d'accord, dit mais clairement là, que les libertés individuelles d'accord. sont garanties, Mais c'est pas ça. que le journaliste ne peut pas être emprisonné pour son opinion. Madame, s'il a Mais été je ne parle pas de emprisonné... ça, je ne remets pas... Mais écoutez, vous m'avez mal compris. Moi, Oui, je allez-y. parle de torture. On me dit il est mort à la suite des tortures. On n'a pas dit Moi, je ne torture, parle non, pas on de la n'a pas dit torture. torture. On a dit hématome et point de suture au Voilà, niveau de la mais tête. C'est ça, hématome. Selon plusieurs témoins, Mais Madame c'est Benhabils. torture. Non, mais la moindre des choses, Oui. c'est une enquête impartiale. Indépendante. Que le parquet général ouvre une Indépendante. enquête sur ça pour voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déterminer les causes dans lesquelles il a été, pourquoi il a été transféré de l'hôpital, de la prison à l'hôpital, et dans quelles conditions il y a eu ces points de suture, oui ou non. Oui. Ça, c'est l'autopsie, c'est une enquête impartiale qui va le Oui, démontrer. mais maintenant, il a été enterré. La question qui se pose, y a-t-il eu autopsie? S'il n'y avait pas eu d'autopsie, ça peut servir à Non, rien. mais tout ça. attention, sur le plan juridique, Oui. on peut toujours demander une Déterrer, autopsie, oui. Bien même sûr. si la personne est enterrée. Après la mort. Exhumé, hein. On Si peut la l'exhumer. famille le souhaite. Si la famille le souhaite. Voilà. Je On crois peut l'exhumer. qu'il est clair que nous, en tant que militants des droits humains, on appelle tous à une enquête, comme vous avez dit, indépendante, impartiale et approfondie. Mais aujourd'hui aussi, il faut que la famille le souhaite pour qu'on puisse continuer à se mobiliser sur ce cas-là. Je crois que c'est important qu'on continue vraiment à se mobiliser parce qu'aujourd'hui, c'est un choc pour tout le monde. Et vraiment, j'espère, pour que la mort de Mohamed Talmat ne soit pas vaine, que ça puisse produire un électrochoc et que vraiment l'État algérien, puisqu'on est en plein réforme, suite à la réforme de la Constitution et qui doit avoir un certain nombre de modifications de lois nationales, qui saisissent vraiment cette opportunité pour changer un certain nombre de dispositions. Abdelkrim Ghazali, est-ce qu'on peut... Je m'excuse, Oui, rapidement, allez-y. Ces faits, il ne faut pas qu'ils restent, j'allais dire, faire l'impasse et banaliser ce type de décès. Vous savez pourquoi? Parce que la famille, pour qu'elle puisse faire son deuil, normalement, il faut qu'elle connaisse la vérité. Bien sûr. Ouais. Et deuxièmement, pour que des choses comme ça ne se reproduisent plus chez nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est Talmat, demain, ça peut être votre fils, ça peut être mon fils, ça peut être n'importe qui, si on se tait, si la société se tait. Est-ce qu'on peut parler à Abdelkrim Ghazali d'un manque de solidarité de la part de la profession? On n'a pas vu une très grande solidarité. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Je crois que l'expression qui qualifie vraiment l'éclatement de la corporation, c'est le fameux proverbe qui dit « Ukiltu yawma ukil thawr al-abyad ». La presse algérienne, depuis pratiquement le milieu des années 90, a cessé d'être solidaire, a cessé d'être un corps qui est aggloméré autour d'une somme de principes que sont tout simplement le code de déontologie et la charte d'éthique universelle qui régit la profession. Il y a la défense des libertés, la liberté d'expression en premier lieu, et de toutes les libertés, de tous les droits humains, et défendre la corporation. Chaque fois qu'un journaliste est touché, injustement bien sûr, la corporation devait bouger. La corporation a cessé de bouger. La corporation est corrompue, je le dis et je le répète.
La corporation des journalistes est corrompue jusqu'à la moelle. C'est pourquoi Talmat est mort. C'est pourquoi d'autres journalistes mourront, d'autres Talmat mourront. Donc c'est un sale temps pour les journalistes algériens. Tout à fait, et actuellement. nous assumons la responsabilité de la mort de Talmat parce que nous n'avons jamais été solidaires depuis la fin du MJA, depuis la fin des dynamiques propres à la presse pour défendre l'éthique et la déontologie, pour défendre nos droits sociaux professionnels et pour défendre, pour jouer notre rôle d'avant-garde pour le combat démocratique, pour le combat des droits de l'homme. Et qu'est-ce qui explique ce manque de solidarité? Pourquoi les journalistes ne sont pas solidaires entre eux? Moi, je crois et que notamment, je viens de le dire et je viens d'accuser publiquement la corporation, ma corporation. Nous sommes corrompus, nous avons été corrompus. C'est pourquoi on laisse faire. Et cela nous amène donc à parler de la situation des droits de l'homme. Nous avons célébré il y a quelques jours la journée mondiale. La perception des droits de l'homme en Algérie est très différente d'après les autorités, d'après les habitants. Nous sommes allés à la rencontre de gens, nous leur avons posé cette question. Croyez-vous que les droits de l'homme sont respectés en Algérie? La question a été posée par Esma Laït. Les droits de l'homme ne sont pas respectés en Algérie. Tout simplement parce que la loi n'est pas entièrement appliquée. Et aussi au fait que les couches sociales ne sont pas respectées. En Algérie, bon, plus ou moins, parce que moi j'ai connu des années sombres où il n'y avait pas de droits humains. L'humain était assimilé à pratiquement rien. Et les autorités algériennes ne cessent de travailler sur cette question. Il suffit juste que le peuple y adhère. Plus jamais. Ils ne sont pas respectés. On va essayer de questionner tout le peuple et vous verrez ça. Il n'y a pas de respect pour les droits humains. Un peu partout dans le monde, les droits ne sont pas respectés. Vous allez dans les pays les plus développés, par exemple, je cite les États-Unis, certains droits ne sont pas respectés. Je pense à la minorité afro-américaine. Je pense que de temps en temps, il y a des dépassements et il serait opportun de manœuvrer dans le sens où normaliser la situation des droits humains. Il faut les mériter. Il faut savoir se défendre pour les avoir. Et si on reste comme ça, Voilà, la question est un peu abrupte, elle est un peu directe, elle nécessite beaucoup de moments d'explication. Vous qui travaillez sur ce sujet activement, vous êtes président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Est-ce que vous avez constaté ces derniers temps une amélioration, M. Beni Saïed, ou une régression du respect des droits de l'homme? C'est très difficile de vous faire l'histoire des droits de l'homme en Algérie en 2 minutes. Mais vous Ces savez, derniers il y a eu grosso modo 3 étapes. Il y a une étape du système de la pensée unique, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Après, il y a eu la constitution de 89, après les événements de 88, il y a eu en tout cas une ouverture, une fenêtre, hein, les libertés individuelles, le multipartisme, etc. Donc il y a une fenêtre qui a apporté un peu d'espérance. Après, on est rentré dans une période de violence et de terrorisme pendant les années, ce qu'on appelait la décennie noire ou la décennie rouge. Il y a eu l'état d'urgence de 92 de février 92 jusqu'à février 2011. Vous savez, l'état d'urgence est une mesure, certes, prévue par la Constitution et les conventions internationales, mais toujours limitée dans le temps. Et donc, c'est une mesure constitutionnelle et qui consiste à geler les libertés. Donc, pendant 19 ans, on a gelé les libertés. Après 2011, on a été la première association à saluer la levée de l'état d'urgence. Simplement, sur le terrain, vous avez fait un petit documentaire qui un peu résume la situation. Sur le terrain, vous parlez des droits politiques et civils. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas fonder un parti politique normalement. Vous êtes toujours soumis au système d'agrément. Il en est de même pour les associations. Toutes les associations concernant les droits de l'homme n'ont pas d'agrément. Alors que les lois de 91 sur 90 sur les associations étaient plus souples que celles de 2012. Et vous n'avez pas le droit de manifester. Parce que finalement, le droit de manifester, c'est quoi? C'est une manière d'exprimer une opinion et la capacité des autorités à écouter ce que les gens expriment. Donc, liberté de manifester, c'est une liberté d'expression, liberté de droit de réunion. Créer une association aujourd'hui, c'est un parcours du combattant, c'est la même chose pour un journal. Et donc, toutes ces libertés, sur le terrain, malheureusement, sont malmenées.
Et sur les droits civils, les droits des femmes, les droits des enfants, etc., il y a encore des réserves que l'Algérie n'a pas levées. Sur les droits économiques et sociaux, autant je vais vous dire, pendant la période des vaches grasses, la richesse nationale n'était pas équitablement répartie. Et pendant la crise économique, c'est la même chose. Toujours, on a l'impression que pendant l'embellie, c'est les riches qui deviennent de plus en plus riches. Et pendant la crise, c'est toujours la même chose, c'est les riches qui deviennent de plus en plus riches. Madame Benhabila, est-ce que la situation est, comme on dit, moins pire qu'avant, selon vous, en matière de droits de l'homme? Écoutez, je suis une femme de terrain. Oui. Et pour moi, les droits de l'homme, c'est un ensemble, c'est un tout. D'accord, les droits politiques, la liberté d'expression. Mais pour qu'un peuple puisse jouir de tous ses droits, il faudrait qu'il soit instruit, qu'il ait une couverture sanitaire, qu'il y ait une justice sociale. Et moi, j'ai beaucoup travaillé depuis les années 67. J'ai quitté Alger, je suis parti au fin fond de l'Algérie profonde, dans le département des Oasis, qui regroupe de la Guat à Tamanrasset. Et j'ai sillonné ces régions, les Oasis et la Saoura, et j'ai vu, et pour moi, je dis qu'il y a une évolution, parce que le taux de scolarisation des filles est monté en flèche. Dans la région, les filles, le taux de scolarisation en 67 était à 0,5%. Aujourd'hui, il y a des femmes de la région qui sont cadres supérieurs, qui sont... Donc, on voit, moi, ce qui m'intéresse, je me suis battue pour les droits de la femme et je suis fière qu'actuellement, en Algérie, on peut avoir de l'espoir pour avoir davantage de droits pour les femmes et leur présence au Parlement est assez signifiante. Donc, dans les autres domaines, il reste beaucoup à faire, mais on ne peut pas nier les efforts consentis et les améliorations. J'ai apprécié les gens qui vous disent qu'il faut voir d'autres pays. Moi, je suis désolée, quand on parle des droits de l'homme, on oublie les droits des peuples à l'autodétermination. On oublie ces femmes palestiniennes qui accouchent dans les geôles israéliennes, les mains menottées. Ces bébés qui ouvrent les yeux et qui, la première vue qu'ils ont de ce monde, c'est le barodage des prisons. Les peuples sahraouis qui, depuis 40 ans, de génération en génération, vit dans un camp de réfugiés. Et j'en passe, tout ce qui se passe autour de nous. Parce que si, au nom des droits de l'homme, on veut déstabiliser les pays, et on voit qu'est-ce qu'on a fait au nom de la démocratie pour la Libye, l'Irak, la Syrie, le Yémen, et j'en passe, la Somalie, l'Afghanistan. Donc pour vous, la stabilité vaut mieux que la démocratie? Pas vaut mieux. Il faudrait que ça va de pair. C'est un combat, il faut savoir concilier entre s'occuper de son peuple, lui donner les moyens pour prétendre et avoir mieux, et puis, comment dirais-je, Moumarasat, l'exercice de ses droits civiques et politiques, et le mettre à l'abri du besoin et ne pas le laisser à la merci des tentations et de son exploitation. Vous êtes d'accord avec Mme Benhabila quand elle dit que la démocratie, les droits de l'homme, c'est un tout, c'est aussi les droits de l'enfant, les droits à l'école, à l'éducation et pas seulement les droits politiques? Vous êtes d'accord? Bien sûr que je suis d'accord que les droits humains, c'est des droits interdépendants et indivisibles, hein. Mais bien sûr que je peux être d'accord avec madame si on dit qu'il y a eu des avancées, qu'il y a les femmes, mais je reste quand même extrêmement en attente d'avoir réellement l'exercice de ces droits humains pour l'ensemble des citoyens. Et me dire que mais il y a des violations des droits humains ailleurs, pour moi, ce n'est pas une raison pour ne pas en vouloir plus. Moi, pour mon pays, je veux plus, maintenant, et j'estime qu'on a tout à fait les moyens d'avoir plus et maintenant. Et j'estime d'autant plus que, et là pour moi c'est quand même une avancée notable au niveau des droits humains, c'est qu'on a une société civile, un mouvement associatif qui est fort, des associations de jeunes, hein, qui sont extrêmement créatifs, des artistes qui s'impliquent dans ces questions, hein, et qui montrent que vraiment on a de la matière grise, on a des compétences, on a de la créativité, mais que toute cette société civile, hein, elle est freinée, elle est limitée dans son dynamisme par le cadre juridique et par, malheureusement, l'État
qui ne fait pas confiance à la société civile, qui lui tourne le dos. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent dire on ne croit pas aux droits humains. Et de façon générale, ils ne font pas confiance à la justice au sens large et à la justice sociale. Et c'est là que nous devons vraiment reconstruire pour qu'on puisse vraiment avancer dans l'état des droits. Oui, il y a eu des avancées, mais malheureusement, il nous reste encore beaucoup à faire. Abdelkrim Arzali, plus d'avancées que de recul sur les droits de l'homme en Algérie, même si on va bien. Oui. Recul flagrant. Je ne compare pas aux années 60. Aux années 60, on venait de sortir d'une guerre de libération qui a mobilisé tout le peuple. Le peuple a tout sacrifié pour que l'Algérie s'affranchisse du joug colonial. Je ne me compare pas aux années... Moi, je me compare à l'avenir. Moi, je ne me compare pas au Tchad ou au Mali. Je me compare aux pays avancés sur les questions des droits de l'homme. Oh non, je ne négocie pas ces questions-là. Elles ne sont pas négociables, ces questions-là. Les droits de l'homme, il y en a ou il n'y en a pas. Maintenant, le bourourou de la Syrie et de la Libye, on en a marre. Ça suffit. Ça suffit. Si il s'est passé en Syrie et en Libye ce qui s'est passé, c'est parce qu'il y avait une dictature, il ne faut pas l'oublier. Ceci étant dit, je condamne l'interventionnisme étranger en Syrie et en Libye, je le condamne. Je le condamne. Et l'Occident est responsable de la catastrophe qui est arrivée en Syrie et en Libye. Ça, c'est... Mais, on cesse de nous dire que Bachar al-Assad est un démocrate et que le Kadhafi est un démocrate. Cessons de dire ça. Le problème de l'Algérie, c'est le problème du pouvoir. Un pouvoir qui empêche l'enracinement de la culture des droits de l'homme. Un pouvoir qui empêche l'alternance au pouvoir. Un pouvoir paternaliste. Un pouvoir qui s'est imposé comme tuteur du peuple algérien. Et que, madame parle d'absence de confiance. En fait, ce n'est pas une question de confiance. C'est une question d'intérêt. Il y a des clans qui monopolisent le pouvoir pour défendre des intérêts. Avant, c'était des intérêts de clans, maintenant, c'est des intérêts de classe. Madame Nahbiles, vous êtes moi, pas d'accord? Je ne veux pas abonder dans ce sens. Oui. Avec tout le respect que je vous dois et je respecte votre point de vue. Mais je ne le partage pas du tout. Il ne faudrait pas dresser un tableau noir de la situation en Algérie. Moi, je parle en connaissance de cause. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la situation de peuple. Comment était la situation dans les villages où régnait l'analphabétisme, où régnait la misère, comment était la situation dans les années 90. Applaudir, madame. Moi, je suis désolée, quand on a vécu, comme vous et comme tout le monde, les affres du terrorisme. Moi, j'ai sillonné le triangle de la mort dans les années 92, madame, 93. je suis sorti des Aurès. Quand vous voyez... Attendez, madame, je suis sorti des Aurès. Justement. J'ai mangé de l'herbe pour ne pas crever de faim, madame. Oui, mais non, je madame, suis d'accord. Non, madame, vous n'allez pas me parler de l'Algérie profonde. Je suis l'Algérie profonde, madame. Oui, mais comment était la situation, comment elle est devenue? Mais j'étais sous le joug colonial, madame. Oui, mais je ne reproche rien à la France. Colonial. La France, je l'ai combattue. Mon père l'a combattue. Mes compatriotes l'ont combattue. L'Algérie s'est libérée, tant mieux. Je veux vivre libre. Je veux vivre libre et je veux que mes droits en tant que citoyen soient respectés. Écoutez, madame, je n'exige pas grand-chose. J'exige la citoyenneté, la reconnaissance de la citoyenneté. Il n'y a pas de citoyenneté aujourd'hui. Dans la Constitution algérienne. Ça veut dire, madame, j'ai le droit d'être candidat. J'ai le droit de gérer mon village. J'ai le droit de gérer mon APC. Écoutez, madame, quand le Ouali est le maître à bord dans une wilaya, si vous parlez des droits de l'homme et des libertés, allons, madame. Et les élus n'ont pas le même pouvoir. Est-ce que c'est normal? Vous êtes aussi, écoutez, vous êtes aussi sur le terrain. Non, pardon. Oui. Moi, je ne suis pas venu pour assister à un tel débat. Je suis désolé. C'est un débat, on peut parler. Non, Esmahli, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu, je pensais qu'on allait parler de manière plus responsable et plus objective. Dresser un tableau noir. Chacun a son point de vue, madame Nahbiles. Dresser un tableau noir, c'est faux. On ne peut pas dire que tout va mal et on ne peut pas dire que tout va bien. Et nous aimerions que vous dites... Il y a effectivement des carences, il y a des manquements, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de progrès. Combien d'universités il y avait, combien il y en a, le nombre d'étudiants, les avantages sociaux. Soyons sérieux, quand on est sur le terrain. Moi, j'ai été dans des villages du côté de Médéa, sur les hauteurs de Médéa. En 1995, j'ai été assisté à un enterrement collectif
des victimes de terrorisme, les femmes me disaient, avant de dormir, les femmes se font belles et elles se parfument. Nous, on enduit nos coups et le cou de nos enfants avec de l'huile pour quand ils viennent nous égorger, on ne souffre pas beaucoup. Je suis revenue dans ces mêmes villages. Les écoles ont été réouvertes. Ces mêmes femmes savourent le plaisir de vivre. Et il y a un dynamisme. Moi, c'est pour moi, excusez, je raisonne peut-être terre à terre. Vous voulez qu'on fasse un débat sur l'arrêt du processus électoral? Non, mais écoutez, moi je raisonne terre à terre peut-être. Madame. Je raisonne terre à terre, mais ce qui m'intéresse, c'est le le confort du peuple. Vous voulez que je me contente de la situation et dire oui, Non, ça va non, tant mais mieux. je ne me contente pas. Parler de ce qui Mais va je ne bien peux et de ce pas- qui va mal. Mais je ne peux Absolument. pas la nier. Oui. Mais je ne peux pas la nier. Je ne suis pas en train et de dire nier, ça madame. ne va pas. Je ne suis pas en tout train est de noir, nier, je suis en on n'a train pas le d'exiger droit, plus. On ne peut pas. Comme la liberté d'expression. On n'a pas toute la liberté d'expression, mais on est fier d'avoir fait un pas vers la liberté d'expression avec tant de journaux qui critiquent. Pour vous, la situation est beaucoup mieux qu'avant aujourd'hui. C'est beaucoup mieux. Il reste beaucoup à faire. faire. Il reste beaucoup à faire, mais c'est beaucoup mieux. Moi, je constate qu'il y a des progrès. Il reste beaucoup à faire, mais on ne peut pas dire que tout va mal. Moi, je suis contre le fait qu'on nie tous les efforts, qu'on accuse tout le monde. En tant que présidente du Croissant Rouge algérien, est-ce que vous considérez aujourd'hui que votre organisation a fait beaucoup plus qu'avant dans Écoutez, non, un peu je la ne peux résorption? pas. Moi, ça fait à peine 2 ans. 2 ans. Est-ce que, que est-ce je que le suis à travail est la difficile? tête de ce Croissant Rouge. Est-ce que le travail est difficile quand même aujourd'hui? Le travail, l'humanitaire, c'est toujours difficile parce qu'on ne fait pas uniquement l'humanitaire pour l'Algérie. Ouais. Nous sommes sur le front, on est entourés, et c'est pour ça que je ne parle. Moi, je n'ai jamais dit que, entendons-nous, je suis contre le printemps arabe, mais je n'ai jamais soutenu les dictatures. Je n'ai jamais dit que le Kadhafi était un dictateur. Je n'ai jamais dit que. Un démocrate. Mais je suis contre qui est responsable de la situation humanitaire actuellement dans le monde. C'est les interventionnistes. La région du Sahel n'était pas aussi déstabilisée. Il y a eu l'intervention de l'OTAN. J'aurais voulu qu'il y ait tant de voix qui s'élèvent à ce moment-là. Exactement, monsieur Moi, j'étais sous les bombardements de l'OTAN à Tripoli pendant 17 jours. Et j'ai vu les massacres. Monsieur Beni Saad, bon, on a 2 points de vue différents aujourd'hui. Est-ce que vous considérez que on parle trop de ce qui va mal? Moi, je ne tombe pas dans l'autosatisfaction. Oui. Entendons-nous. Je ne tombe pas dans l'autosatisfaction. Madame Seddiq, ne faites pas ce truc. Je suis claire, Oui. je suis objective. Mais Je dis que le Chacun a tableau le droit n'est pas d'avoir un point de vue. noir, mais il n'est pas blanc. Il y a des progrès, il faut continuer. Alors, et il est-ce faut que le tableau rectifier. est gris, monsieur Beni Saad? Il ne s'agit pas de dire le tableau. Parce qu'on est en train de dresser un tableau noir. Tout ce que j'entends, ça va mal, je suis choquée. Oui. On peut s'exprimer, madame. Oui, allez-y, allez-y. Alors, la couleur du tableau, monsieur Il ne Beni s'agit Saad. pas de savoir si le tableau est noir ou le tableau est rose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des Algériens et des super Algériens. Nous sommes tous des Algériens, nous aimons notre pays à notre manière. Et comme dirait l'autre, qui aime bien châtie bien. Il s'agit de dire les choses, il s'agit de rapporter la vérité telle qu'elle est. Donc justement pour qu'on avance. Parce que si on dit que les choses vont bien, c'est pas la peine. À la limite, c'est même pas la peine de faire des plateaux comme ça. Absolument. Tout va bien dans les meilleurs du monde. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. maître. Après, vous savez, l'Algérie, elle a été, malheureusement, on glorifie toujours le côté militaire, le côté armes. Mais l'Algérie, elle a été parmi les pays à l'avant-garde des droits de l'homme. On a nos aînés ont libéré ce pays au nom d'un principe qui est celui, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc les droits de l'homme, ce n'est pas des valeurs occidentales. C'est aussi des valeurs que partage toute l'humanité. Après, sur ce qui s'est passé en Syrie et en Irak, je ne pense pas que ça a été fait au nom des droits de l'homme. Ça a été fait au nom d'intérêts géostratégiques. Et le pétrole, etc., l'argent, tout ça, on connaît tout ça. Les droits de l'homme, ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre des droits de l'homme. Je m'excuse du terme. Hein. Après, maintenant, en Algérie, vous savez, je vais vous dire sur les associations et les partis politiques, notamment sur les associations. Alors, d'un côté, on verrouille. On vous dit, aujourd'hui, créer une association, c'est le parcours du combattant. Je vous dis, toutes les associations qui militent dans les droits de l'homme, pourtant, nous militons pour la tolérance, contre la haine, pour la fraternité, pour partager les valeurs humaines. Eh bien, on n'a pas d'agrément.
Et à ma connaissance, les associations, c'est quoi? C'est des cadres de régulation sociale. C'est comme ça qu'on apprend la démocratie, le dialogue, faire des propositions, devenir des forces de proposition. Et après, quand vous fermez tous ces canaux pacifiques d'expression, après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de la violence, qu'il y ait des dérapages qu'on ne pourrait pas contrôler. Et donc, voilà, donc la réalité c'est celle-là. Alors, l'actualité cette semaine également, et vous êtes là pour ça, Madame Nabila, c'est évidemment cette question des migrants qui a fait les choux gras de la presse. Beaucoup de choses ont été dites, fausses et justes d'ailleurs, sur ces migrants qui ont été, certains disent expulsés, d'autres rapatriés. Amnesty International s'est beaucoup intéressé à cette question. Nous en avons parlé la semaine dernière avec des spécialistes. Où en est aujourd'hui cette affaire, Madame Nabila? Vous connaissez bien le dossier. Vous avez chapeauté le retour de ces migrants dans leur pays. Comment pas leur pays, entendons-nous. Oui, allez-y. Le problème de rapatriement ne concerne uniquement que les Nigériens sur demande de leur gouvernement. En octobre 2014, le ministre de l'Intérieur du Niger est venu en Algérie pour demander officiellement au gouvernement algérien de l'aider à rapatrier ses ressortissants en situation irrégulière en Algérie. Et ils ont fait un communiqué où ils ont mis en relief l'existence de réseaux de banditisme et mafieux qui exploitent certaines couches vulnérables, les femmes et les enfants, soit à travers la prostitution ou la mendicité. L'Algérie a accepté d'aider le gouvernement nigérien, et étant donné que c'est une opération purement humanitaire, la mission a été consacrée au Croissant Rouge algérien. Et je peux vous dire que toutes les conditions et toutes les normes internationales dans le domaine ont été respectées, et même plus. Comme le disait bien Maître Saad actuellement, moi je ne vous cache pas, je ne me réfère pas aux normes internationales. Ces normes, avant de devenir internationales, elles sont ancestrales. Mais le respect, attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Donc, ces gens-là ont été sensibilisés, ils ont bénéficié de couverture sanitaire. Les trousseaux, ça s'est fait sur mesure, et les listes, nous les avons. Quand on reçoit les listes, on demande le sexe, la pointure et la taille. Les trousseaux ont été livrés comme ça. Les vaccinations, tous les enfants ont été vaccinés. Les femmes enceintes n'ont pas été du voyage. Elles restent, elles accouchent, elles se reposent. Les malades, ceux qui ont un grippe ou une maladie légère, c'est les médicaments. Les autres sont hospitalisés, et beaucoup ont